toujours l'impression d'être pas droite dans les vidéos. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai un très grand projet, aussi grand que mon mug, rempli actuellement de cappuccino latte, mocha, café, chocolat et chantilly, avec lequel nous vous retrouvons puisque, ça y est, la meuf elle parle au pluriel quoi. Bref, j'ai fait des acquisitions au mois de février et si vous faites le calcul, là il y a plus d'une vingtaine de livres. Or, en février, j'ai lu 4 livres. Donc vous voyez bien que l'équation, il y a un souci quelque part. C'est que je n'arrive plus à suivre ce rythme de lecture effréné face à une acquisition qui est plus que maladive. Donc je pense qu'au mois de mars, on va se calmer un petit peu ces enjeux et on va se mettre à se faire une petite enveloppe. On va se dire ok, ce mois-ci, on achète pour pas plus que 50 balles de livres. Et en attendant, bah écoutez, je vais vous montrer ce qui a rejoint ma bibliothèque au mois de février parce qu'il y a quand même des lectures assez intéressantes, des petites pépites que j'ai trouvées en boîte aux livres et des livres neufs qui me faisaient envie depuis un moment. Alors il n'y aura aucun ordre dans cette vidéo, ce sera juste un défilé de livres comme tous les book hauls quoi. On va commencer tout de suite avec une petite gorgée. Bien. Et je vous présente d'abord les 5 plus gros ouvrages de cette collection que je vous avais pas encore montré. C'est cette très jolie édition qui était à 4,99€ pièce en grand format, relié, hardback et tutti quanti de Jules Verne. Alors si on a encore, précipitez-vous sur ces très jolis ouvrages que j'ai trouvé moi dans mon Carrefour. Et du coup je me suis procuré également De la Terre à la Lune. Je suis tombée en amour devant cette couverture. Et aussi Le Tour du Monde en 80 jours, toujours de Jules Verne. Voilà, les couvertures sont splendides, les livres sont très très beaux, j'espère que les dorures vont tenir. Et le travail éditorial est très bien, puisque il y a même des petites des gravures même, voilà. C'est splendide, donc j'ai trouvé que ça valait le coup, alors je me les suis pris, même s'ils pèsent un à mort, je me les suis quand même procurés pour donc un total de moins de 20€. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé que j'ai acheté à une petite association, donc c'était le Nouvel An tibétain, et j'ai acheté à une petite association qui défend le Tibet. Le Tibet sans peine de Pierre Jourde, qui est un très court ouvrage, très sympathique, qui apparemment est un énorme gag. Il s'agit de 3 copains qui sont partis au Tibet faire une sorte de trek, avec des vêtements vraiment pas adaptés à leur voyage. Donc ce sont des banlieusards occidentaux livrés à une nature démesurée. Et ce livre va donc décrire toute l'hospitalité, la gentillesse des Tibétains, leur milieu de vie, leurs conditions de vie. Ils disent que c'est un régal de lecture, une introduction espiègle à ces pays qui comportent plus de montées que de descentes, contrairement par exemple à l'île de Ré. Je crois que ce livre, j'en ai déjà entendu parler, Pierre Jourde, en tout cas c'est sûr, j'ai déjà entendu parler de cet auteur. Il me tentait énormément, donc j'ai hâte de découvrir cette petite histoire, surtout que ce petit poche est également illustré. J'ai aussi acheté à cette association un autre ouvrage dans la collection bouquins que j'aime beaucoup, et ici il s'agit des Sanctuaires du monde. Ça retrace donc tous les lieux saints dans le monde entier, et c'est extrêmement intéressant, c'est présenté... Oh, il y a même la Charité-sur-Loire, j'ai habité pas très loin de la Charité-sur-Loire, donc il y a vraiment, vous voyez, des abbayes, des lieux saints du monde entier, des lieux de culte, et c'est par ordre chronologique, donc ce sont tous les lieux, les différents lieux où on pratique diverses religions, donc ça peut être très bien pour sa culture personnelle, voilà, en tant que livre qu'on consulte de temps en temps. J'ai oublié de vous mentionner aussi celui-là que j'ai acheté à cette même association, donc c'est James Redfield, que j'adore puisque j'avais adoré La Prophétie des Andes, et là c'est Le Secret de Shambhala, toujours dans cette magnifique aventure secrète. Ici on est dans l'Himalaya cette fois-ci, avec une communauté secrète chargée de l'évolution spirituelle de l'humanité. Est-ce que c'est une simple légende tibétaine ou une réalité? C'est notre héros qui va découvrir tout simplement ce lieu sacré et qui va aussi certainement faire son évolution spirituelle, comme c'est souvent le cas dans les livres de James Redfield. En tout cas, il me tarde de le lire celui-là, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et que je trouve très plaisant à lire.
Dans une boîte aux livres, j'ai trouvé 3 livres d'occasion écrits en anglais. Et en fait, il s'agit d'un de mes auteurs préférés. En fait, il s'agit de P.G. Wodehouse. J'ai trouvé 3 livres que je n'avais jamais lus de lui, en commençant par Summer Moonshine, Heavy Weather aussi, de P.G. Wodehouse, et Galahad at Blandings. Donc je ne connais pas du tout ces livres, ou en tout cas ces nouvelles, donc il me tarde de les découvrir. En tout cas c'est un auteur que j'aime beaucoup, notamment pour sa série avec les Jeeves, qui est très très célèbre. P.G. Wodehouse c'était un homme de très grand talent, et dans sa série Jeeves il s'agissait d'un aristocrate un petit peu bobet, qui avait un majordome très intelligent et qui le sortait toujours de situations plus que délicates. C'est bourré d'humour et ça a même été adapté en série avec Hugh Laurie et avec Stephen Fry, et là dans ces nouvelles il va être question de complètement autre chose, donc voilà, ça vient un petit peu alimenter mes lectures en VO qui sont franchement pas nombreuses, et je suis très contente de cette petite trouvaille. J'en ai rêvé et tu l'as fait, Maud. Tu m'as offert La Cité de la Joie de Dominique Lapierre, qui me faisait tellement envie. Tu nous as vendu du rêve avec ce livre qui a été un immense coup de cœur pour toi. Mille merci, il est bien arrivé. Là, c'est un roman qui fait plus de 600 pages, qui est très difficile. Sur la vie en Inde, vous voyez vraiment toute la misère, la crasse autour dans ces villages, le peu de droits que les femmes ont également, et toute la misère du monde. Et malgré tout, ces Indiens qui accueillent un homme venu d'Occident, je crois que c'est un médecin qui va venir là-bas un petit peu pour soigner, pour aider. Donc ça a été adapté, comme vous pouvez le voir, au cinéma avec Patrick Swayze. J'ai jamais vu le film, je ne connais pas l'histoire, mais il me tarde de découvrir vraiment ce chef-d'œuvre de Dominique Lapierre, qui est un auteur en plus disparu récemment. Et voilà, j'ai hâte de le lire, vraiment. Si je pouvais avoir 7 vies comme les chats, 9 vies, franchement je le lirai déjà, et j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Peut-être une lecture d'été, de vacances, je ne sais pas. En tout cas, le roman est apparemment difficile mais saisissant, et un ouvrage incontournable selon Maud, donc encore merci. J'ai aussi trouvé, cette fois-ci en neuf, L'effet domino de François Baranger. Alors, François Baranger, voilà, c'est un dieu vivant de l'illustration. C'est aussi un très grand écrivain, et j'ai trouvé cet effet domino dont je n'avais pas encore entendu forcément parler sur la toile, mais je me suis lancée dedans parce qu'il s'agit d'un thriller historique, et vous savez que j'aime beaucoup ce genre littéraire. On est à Paris en 1907 avec un tueur en série qui sévit, qui laisse des dominos dans la bouche de ses victimes, ou dans la gorge, je ne sais plus, et qui laisse aussi des symboles ésotériques sur les lieux du crime, donc visiblement un tueur en série un peu à rituel. L'inspecteur Lassinière, qui va être accompagné de 2 autres personnes qui vont enquêter sur cette série de meurtres. On accuse un bagnard à la poitrine tatouée, mais c'est peut-être pas lui, et du coup on va partir, on va arborer un petit peu ce Paris du début du XXe siècle. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu ce que François Baranger peut proposer en roman, en thriller historique. Un autre thriller historique, il s'agit de La Main Rouge, le mystère de la Main Rouge de Henri Lovenbruck, puisque très récemment nous avons lu en lecture commune Le Loup des Cordeliers d'Henri Lovenbruck, qui est le tome 1, et la suite c'est justement le mystère de la Main Rouge. C'est une trilogie en fait, et dans le mystère de la Main Rouge on va creuser un petit peu plus une des pistes qui avait été et un des personnages, en tout cas que l'on retrouvait dans le tome 1. Étant donné que tout le monde dans cette lecture commune a adoré le livre, moi je l'ai adoré, je l'ai surkiffé. Je ne connaissais pas du tout le talent d'Henri Lovenbruck, et je l'ai découvert avec Le Loup des Cordeliers. J'ai surkiffé, donc on a prévu une autre lecture commune fin mars pour ce tome 2. Donc si jamais vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. En tout cas, il me tarde de découvrir un petit peu cette histoire. Dans ce roman-là, que je me suis aussi procuré, parce que je le vois passer partout sur la toile depuis quelques temps, et qu'il me tentait quand même beaucoup, il s'agit de Søren Sveistrup avec Octobre, aux éditions Livre de Poche. Donc ici on est au Danemark, avec une victime retrouvée amputée, et à côté d'elle un petit bonhomme fait en marron, avec des allumettes, et la piste va nous mener sur les traces des empreintes digitales, en tout cas d'une petite fille disparue. Il ne s'agissait d'autre que la petite fille d'une ministre en fait du Danemark. Donc ça peut être super intéressant. Apparemment ce livre a eu de très bons retours. C'est un page turner, et dès que j'ai posté ce livre sur Instagram, on est déjà venu m'en parler en disant qu'il y avait des scènes d'anthologie, que c'est un thriller vraiment palpitant et un vrai page turner. Donc il me tarde aussi de découvrir celui-là, peut-être même qu'il sera lu
avant le mois d'octobre. Allez, maintenant je vais vous présenter 3 nouveautés. La première, c'est Jack Giaccoli avec la détresse des roses chez Hugo Thriller. Ici, c'est un roman qui est inspiré des faits du dépeceur de Mons, qui est une véritable affaire judiciaire qui avait secoué l'Europe dans les années 90. Cet auteur de ces crimes n'a jamais été retrouvé et il prenait un malin plaisir et de l'excitation à dépecer ses victimes, et les policiers ne retrouvaient que des bouts par-ci par-là, parfois une tête, parfois la plupart du temps pas de tête. Ce monstre n'a jamais été retrouvé. Donc ici, Jack Giaccoli reprend un petit peu cette affaire et j'ai super envie de découvrir un petit peu ce qu'il en a fait. Je vais me documenter un petit peu plus sur le tueur de Mons avant de le lire, mais en tout cas, il me tarde de le lire. Probablement, je le lirai déjà quand la vidéo sera parue. Une autre nouveauté qui a été vraiment appréciée par ma libraire, c'est Staline a bu la mer. Là, c'est mon petit flair qui m'a fait dire « Ah, achète-le !» C'est de Fabien Vincent et on est chez Anne Carrère. De quoi ça parle? Eh bien ici on est avec Staline en 1949 qui a décidé en fait d'assécher toute la mer d'Aral pour son bon plaisir. Donc on va aborder la thématique des plus grands fous et psychopathes de ce monde, ceux qui ont vraiment tyrannisé des peuples entiers et qui n'avaient encore pour adversaire invaincu que la grandeur de la nature. Donc Staline a mandaté quelqu'un pour s'occuper d'assécher la mer d'Aral et on va voir un petit peu voilà, s'il y est parvenu ou pas. Et puis ça revient un petit peu sur un des plus grands écocides du siècle dernier. Il me tarde de le lire vraiment parce que c'est un ouvrage qui est assez court et apparemment il a déjà de très bons retours, en tout cas dans le milieu des librairies. Je me suis aussi procuré le nouveau Mélissa d'Acosta avec la doublure aux éditions Albin Michel. C'est un peu fou de ma part de l'acheter en grand format puisque de toute façon tous les Mélissa d'Acosta sortent en poche. Mais j'avais envie de découvrir ce roman assez rapidement. On est avec un trio. Une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ et un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. On va être avec un jeu de dépendance, etc. très cruel, peut-être même fatal. Donc on est dans un registre de Mélissa d'Acosta qu'on ne lui connaît pas encore puisque moi je l'ai découvert avec Tout le bleu du ciel qui avait été vraiment gentillé, etc. avec lequel j'avais passé un très bon moment, mais je voulais découvrir cette autrice dans un registre un petit peu plus sombre et dans quelque chose d'assez inédit. Donc je me suis un petit peu précipitée sur cet ouvrage ne sachant quand j'allais le lire. Encore une nouveauté que je me suis procurée, c'est Brandon Sanderson, Tresse de la mer émeraude, que je vais lire en lecture commune avec Caro Livre au mois de mai. Donc si vous voulez vous joindre à nous pour le mois de la fantaisie, ce sera avec grand plaisir. On est dans une des sagas qui a été écrite par Brandon Anderson de façon secrète pendant le confinement. Voilà, donc le confinement a vraiment profité à Brandon Sanderson, qui est déjà très prolifique en temps normal. Tress vit sur une petite île isolée au beau milieu de l'océan de sport. Simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, le fils du duc, et est secrètement amoureuse de lui. Quand celui-ci disparaît, la jeune femme décide de partir à sa recherche. C'est le début d'un périple au bout du monde où l'on retrouve tous les ingrédients qui font le sel des grandes aventures, des contrebandiers, une sorcière mal intentionnée, un redoutable dragon, des pirates sales et méchants, et même un rat qui parle. Voilà, donc j'ai vraiment très envie de retrouver le monde de Brandon Sanderson que j'avais découvert avec Elantris et que j'avais adoré. Plus que 4 lectures à vous présenter dans ce petit book haul. Je voulais vous présenter le Serge Brussolo que je me suis trouvé en boîte à livres avec La mélancolie des sirènes par 30 mètres de fond. Donc ici dans cette histoire on est avec Lise qui est une scaphandrier employée au service de la police et qui en fait va plonger sous les eaux de la crue de la rivière pour enquêter en fait sur une catastrophe qui avait lieu quelques années auparavant. Ça a été il y a un métro qui a été englouti. Il y a eu apparemment il est question qu'il y avait peut-être des rescapés, donc va-t-elle réussir à les interroger? On ne sait pas, d'autant plus qu'elle a perdu sa petite sœur dans cette catastrophe. Donc je crois qu'elle va aller à la recherche de la vérité, plus ou moins à ses risques et périls. Donc Brussolo, je ne connais pas encore, mais je suis en train de petit à petit me constituer une petite pile à lire de Brussolo parce que j'ai très hâte de découvrir cet auteur qui a l'air vraiment fascinant. Ensuite, je me suis procuré en boîte aux livres Fabiano Massini avec L'Ange de Munich, un livre qui a fait beaucoup parler de lui
traduit et qui est très apprécié par tous ceux qui l'ont lu. Là on est en 1931 avec le suicide présumé de la nièce de Adolf Hitler. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est un livre très documenté et qui revient un petit peu sur les origines du nazisme. Donc un livre référence, en tout cas une espèce de thriller historique à la sauce voilà, événement réel, et ça peut être très très intéressant, d'autant plus que je ne connais pas encore la plume de Fabiano Massimi, une histoire vraie et méconnue, mêlant documents d'archives et fiction avec un brio comparable à celui d'un Philippe Kerr. Voilà, donc il est quand même comparé à Philippe Kerr, ça peut être très très intéressant. Et encore un poche que j'ai glané en boîte à livres, c'est Sebastian Fitzek avec Le voleur de regards. Fitzek je connais déjà, j'ai lu pas mal d'ouvrages de lui, je sais ce dont il est capable. C'est un livre dont j'ai pas trop entendu parler. On retrouve une femme dont l'enfant a été enlevé par justement le voleur de regard, et dans la main de cette femme un chronomètre qui semble faire un tic-tac, un compte à rebours. Donc on est avec un psychopathe, avec un killer, et on a retrouvé le portefeuille d'Alexander Zorbach sur la scène du crime. De toute façon, Fitzek fait des romans très page-turner, avec des chapitres assez courts, et avec toujours beaucoup de revirements de situation, donc je vous en parlerai le moment venu. Pour l'instant je veux pas en savoir plus. Enfin, le dernier livre de ce book haul, il s'agit de The Corpse Queen de Heather M. Herman, c'est chez Phibbs. J'avais du mal à me le procurer et finalement j'ai retrouvé le titre. Je l'ai acheté enfin et j'ai très très hâte de le lire. On est avec une société, on est à Philadelphie dans les années 1850, avec la jeune Molly Green qui est orpheline et dont l'amie Kitty vient de disparaître dans des circonstances très très étranges. Et la jeune Molly se découvre une tante qui est richissime et qui vend des dépouilles, des cadavres à des étudiants en médecine. Elle va donc recruter la jeune Molly pour l'aider en fait à trouver des corps. Or ce n'est pas une tâche très facile pour une jeune femme célibataire en plus dans ces années-là en tout cas. Et elle va ainsi en profiter pour essayer de remonter la trace de l'assassin présumé, de l'étudiant présumé assassin de son amie Kitty, disparue. Voilà, donc c'est un livre qui est apparemment profondément féministe, qui revient un petit peu sur une période de l'histoire victorienne, donc ça peut être super intéressant. J'aime beaucoup ce côté très gothique de ce roman, donc j'étais vraiment intéressée et happée par l'histoire dès le départ. J'espère qu'il va me plaire et j'ai vraiment super hâte de le lire. Au dos, il est écrit: si la fille de Edgar Allan Poe avait écrit une histoire, ce serait celle-ci. J'espère que ce petit book haul vous aura plu. Dites-moi s'il y a des ouvrages que vous mourrez d'impatience de me voir lire et chroniquer le plus rapidement possible. Et pour ma part, il me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous. Et puis je vais vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo qui sera en fait un petit zoom sur les sorties du mois de mars. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!